Âge du bronze, âge du fer. Alors la diffusion du métal, le bronze au deuxième millénaire, puis le fer au premier, a de nombreuses conséquences sur les sociétés en Europe. Première partie, l'âge du bronze. La métallurgie était connue avant l'apparition du bronze. Dès le quatrième millénaire, des régions dont les Alpes extrayaient et transformaient le minerai de cuivre. L'homme d'Otzi, dont la momie datée de -3300 a été retrouvée dans un glacier alpin, avait une hache de cuivre. Cependant, le bronze est une étape importante dans l'évolution des sociétés, parce qu'il demande une certaine maîtrise technique. C'est un alliage de cuivre et d'étain, auquel peut s'ajouter le plomb entre autres. Il est résistant et peut être recyclé infiniment. Il brille, renvoie la lumière et il peut prendre des coloris variés en fonction de l'alliage choisi. Du rouge orangé intense, quand on met peu d'étain, au jaune clair, et il permet également de produire des sons. Du coup, l'apparition du bronze crée de nouvelles pratiques autour d'une métallurgie d'exception. Une partie de l'outillage devient métallique, faucille, hache, aiguille, harpon. La hache au néolithique était en pierre polie, plate, avec un évasement sur le tranchant pour une meilleure répartition des chocs. En cuivre, puis en bronze, les formes sont similaires puis se libèrent, se dotent d'ailerons, de douilles pour un meilleur maintien. On observe la naissance de nouveaux objets, par exemple l'épée. La parure métallique révèle une très grande variété. Pour le corps, avec des bracelets, des colliers, des diadèmes. Pour les vêtements, avec des épingles, de petites plaques métalliques décorées et cousues. À partir de -1300, on observe des vaisselles d'un grand savoir-faire, élaborées à partir de tôles métalliques qui deviennent de plus en plus fréquentes, de grande taille, des chaudrons, des anses cruciformes. On découvre aussi des instruments de musique tels d'étonnants lures danois, de grandes trompettes aux étranges sonorités. Donc la maîtrise technique du bronze s'accompagne d'échanges, d'artisans, de matières premières et de produits manufacturés. On observe une intensification des circulations humaines, surtout à partir de -1500. Alors il faut revenir sur l'importance des dépôts, puisque de nombreux objets ont été conservés malgré le recyclage grâce aux sépultures et à des dépôts de mobilier métallique, dépôts de lingots ou de toutes sortes d'objets, rassemblés et volontairement abandonnés. On a formulé différentes hypothèses sur l'existence de ces dépôts, qu'il s'agissait d'offrandes aux dieux, de stocks de bronziers ou d'objets destinés à être refondus, de cachettes liées à des crises. Mais aujourd'hui, la comparaison de ces dépôts, l'étude et la disposition des objets, souvent brisés, conduit les chercheurs à privilégier l'hypothèse de dépôts définitifs avec une destination culturelle et religieuse. Deuxième partie, l'âge du fer. Alors les objets en fer se développent, ce qui n'empêche pas les objets en bronze de continuer à être de plus en plus produits. Les ressources naturelles permettent à certaines communautés de s'enrichir par les minerais ferreux. Donc leurs avantages, c'est qu'ils sont beaucoup plus abondants en Europe que les non ferreux. Les mobiliers en fer sont plus résistants et la couleur blanche ouvre des possibilités esthétiques. Alors les inconvénients, les techniques d'extraction sont par contre délicates. Le procédé de réduction indispensable exige une température de fusion de plus de 1500 degrés Celsius, c'est-à-dire très supérieure à celle du bronze et des autres métaux. Et d'autre part, le fer ne peut pas être moulé et il passe par un martelage à chaud. Du coup, les premiers objets de fer sont limités à des objets de prestige, tels les épées déposées dans les riches sépultures, avant que le fer plus solide finisse par s'imposer peu à peu parmi les outils à partir du 7e et du 6e siècle seulement. Il faut aussi mentionner le sel, l'or blanc, indispensable à la conservation des aliments et comme complément nutritionnel pour le cheptel. Les littoraux peuvent utiliser le sel marin, mais à l'intérieur des terres, le sel gemme est une source de richesse. Ainsi l'exploitation exceptionnelle d'Alstadt en Autriche ou d'Alein qui compte des tombes très riches. Troisième partie, l'évolution des pratiques funéraires. Avec la diffusion du métal, on remarque des mutations dans les pratiques funéraires. Le début du troisième millénaire présente des sépultures collectives, parfois plusieurs centaines d'individus, que l'on peut associer aux mégalithes, avec pas ou peu d'objets. Puis des céramiques en forme de cloche, qu'on appelle campaniformes, sont introduites. Leur émergence est parfois mise en relation avec une intensification des échanges et l'émergence de certains individus.
Avec l'apparition du bronze, des personnalités bénéficient alors de tombes prestigieuses, affichées de manière ostensible à l'aide de grands tumulus. Il y a un lien entre les gisements, en particulier d'étain, et l'emplacement de ces tombes, et les chercheurs ont tendance à lier le développement de la métallurgie et l'émergence de ces sépultures. Le grand archéologue Jacques Briard, à la suite de ses recherches en Bretagne, parle ainsi de sépultures des princes d'Armorique. On observe également que l'armement incarne le pouvoir, avec l'importance des armes destinées à combattre d'autres hommes dans les tombes masculines. Hallebardes, poignards courts qui s'allongent pour devenir des épées. Cette affirmation d'individus à travers des sépultures individuelles s'amplifie avec des rituels funéraires qui affirment des identités marquées. Ainsi la culture appelée Unétis en Bohême et en Allemagne orientale. Elle tire son nom du site à Prague où ont été découvertes en 1879 des dizaines de sépultures individuelles aux individus repliés sur le côté avec la présence d'un mobilier métallique important, des poignards, des hallebardes, des épingles. La région est riche en minerais d'étain avec des villages à flanc de collines. C'est dans cette ère culturelle à Nebra que l'on a retrouvé dans un dépôt d'objets métalliques daté de moins 1600 un disque de bronze incrusté d'or de 32 cm de diamètre, avec une représentation de la voûte céleste, de la Terre et des étoiles. À la fin de l'âge du bronze, en revanche, autour de moins 1200, c'est l'incinération qui domine, au point que les chercheurs ont parlé de culture des champs d'urnes, urnes où étaient conservées les cendres. Mais, au début de l'âge du fer, on retrouve des tombes individuelles, à inhumation, très riches et avec la présence d'épées. Au 7e et surtout au 6e siècle, entre l'Autriche et le centre de la France, autour de la région de Hallstatt, des tombes nouvelles, peut-être princières, sont érigées sous des tumulus de grande taille. 100 mètres pour le plus grand, à Magdalenenberg, en Forêt-Noire. Elle renferme une chambre funéraire soigneusement aménagée où le défunt, seul le plus souvent, est revêtu de beaux vêtements et déposé près d'un char à 4, puis à 2 roues, avec des vases en céramique, en métal et de riches parures. Les fastueuses tombes d'Ochdorf, près de Stuttgart, de Vix en Bourgogne, ou de Lavaux, plus récemment découvertes en 2014-2015 dans l'Aube, en sont des exemples frappants. À proximité, sur les hauteurs de ces riches sépultures, on observe parfois la naissance d'habitats fortifiés, peut-être des résidences princières. Ainsi, à Onnenbourg, en Allemagne, une agglomération datée de moins 700 à moins 450, d'une cinquantaine d'hectares avec des maisons rectangulaires, surplombe le Danube. Et à proximité du rempart se trouvent le tumulus et la riche sépulture d'Oschmichele, une des rares tombes à char double avec un homme et une femme côte à côte.